Bonjour, bonjour les amis, j'espère que ça va chez toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler de la haute autorité de la communication au Mali. Vous savez, la haute autorité de la communication, c'est l'organe suprême des médias. Alors, c'est elle qui donne l'autorisation aux médias. Les médias qui veulent émettre dans notre pays ici au Mali, c'est cet organe qui donne l'autorisation. C'est elle qui retire les autorisations. Et tout ce qui est audiovisuel, c'est elle qui gère. Et là, dernièrement, suite à des mensonges à répétition, qui se sont produits sur le plateau de LCI, la chaîne Info en France, une chaîne de TF1, la haute autorité de la communication du Mali a décidé de suspendre cette chaîne-là pendant, je crois, 2 mois. 2 mois, ils ont dit, bon, c'est bon, 2 mois, vous n'allez plus les mettre dans notre pays, et c'est comme ça. Vous savez, ces grands médias qui ont beaucoup d'argent, LCI, TF1, France 2, TV5, RFI et toutes ces bêtises-là. Et c'est des médias qui passent leur temps à mentir. Voilà. Mais comment ils font pour mentir? Ils sont subtils, ils savent comment faire. C'est des experts en mensonges. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font 80% de leur programme, ils font des émissions sur les choses qui sont réelles. Ils font des émissions sur les choses qui sont réelles. Ils vont vous dire, il y a eu un accident ici, il y a eu une inondation ici, il y a eu ceci là, il y a eu ceci là, il y a tel artiste qui est sur notre plateau. Donc vous allez suivre, vous allez vous dire, ah non, franchement, ceux-ci, ils disent la vérité. Vous allez leur faire confiance. Ils vont vous dire, il y a eu telle route qui a été faite ici, il y a tel pont qui est cassé ici. Vous allez leur faire confiance. Et entre-temps, ils vont glisser. Une fois ils savent qu'ils ont votre confiance, ils savent que vous leur faites confiance, ils vont glisser maintenant des mensonges, des tonnes de mensonges. Ils vont accuser les gens, ils vont présenter seulement un côté de la pièce. Par exemple, je vous donne un exemple. Au lieu de dire au monde entier que Israël, c'est vrai, il y a des Palestiniens qui ont attaqué Israël, il y a des otages israéliens qui sont là, mais il y a aussi les Israéliens qui tuent beaucoup de Palestiniens. Il y a plus de 40 000 morts aujourd'hui, plus de cela. Voilà. Ils ne vont pas vous dire cela. Le fait que les Palestiniens sont en train de se faire tuer par dizaines de milliers, ils ne vont pas parler de ça. Mais vont parler juste des otages israéliens. Lorsque, par exemple, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ils vont vous parler mal de la Russie. Voilà, non, les Russes, ils sont méchants, ils veulent envahir l'Ukraine, il y a ceci, cela. Mais ils ne vont pas dire ce que les Ukrainiens font. Non, les nazis ukrainiens, terroristes, etc., non, ils ne vont pas parler de cela. Voilà. C'est comme ici en Afrique aussi, lorsque dans les pays du Sahel, lorsque on arrive à tuer des terroristes, ils vont dire, ah non, non, c'est des civils. C'est des civils qui sont en train de tuer. Voilà. Donc, c'est comme ça, ils sont comme ça. Et puisque LCI a commis ces bêtises-là, ils sont comme ça, LCI, et la haute autorité de la communication qui a décidé de les fermer. Voilà. Ils ont dit, bon, désormais, dans les bouquets, c'est fini. On ne veut plus du programme de LCI, la chaîne Info. On ne veut plus de leur programme parce que c'est des menteurs. Ils invitent des gens qui viennent dire n'importe quoi sur les plateaux, des gens qui passent leur temps à mentir. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est des gens qui sont assis en France, hein, dans une ville française, sur un plateau, et ils prétendent connaître tout du Mali ici. Vous savez, il y a un jour, il y a un général qu'ils ont invité sur leur plateau, qui dit que le Mali a été suspendu de l'Union africaine. Maintenant, on était atterrés, on dit, mais comment est-ce qu'on peut inviter des gens comme ça sur leur plateau, des soi-disant experts qui connaissent bien le Mali, etc., qui connaissent absolument rien d'ici. Ils n'ont pas d'amis ici, ils n'ont pas de famille ici, ils n'ont absolument personne ici. Hein? Tout ce qui arrive au Mali, aux Maliens comme malheur, ils s'en fichent carrément. Hein? Ils connaissent le nom de personne ici. Hein? Ils ne connaissent pas les villes en dehors de Bamako. Et puis, ils regardent les villes sur les cartes, hein, c'est ça. Et c'est eux qui sont les experts qui vont se prétendre dire des choses sur le plateau de LCI. Donc, LCI a été suspendu et on félicite la haute autorité de la communication. La HAC, ce qu'elle a fait, elle a fait du bon boulot sur ce coup-là. Vous savez, les médias alternatifs, c'est une chance. Aujourd'hui, YouTube, Facebook, Telegram, etc., partout, WhatsApp, c'est une chance pour nous aujourd'hui. Vous savez, avant que nous commencions à être victimes de la désinformation, eh bien, il y a beaucoup de gens comme nous aussi, qui sont en Europe, qui sont au Royaume-Uni, qui sont aux États-Unis, qui ont ouvert leur chaîne sur YouTube et sur d'autres médias, et qui passent leurs informations. Il y en a beaucoup. Et ces gens-là, c'est chez eux que nous allons prendre notre information. Aujourd'hui, on ne prend plus nos informations sur ces chaînes-là, LCI et tous les autres là. Non, non, non. On prend nos informations
sur des gens qui ont fait des chaînes comme nous. Voilà. Et la plupart d'entre eux, c'est des gens aussi qui ne sont plus invités, il faut le dire. C'est des gens qui ne sont plus invités par ces médias. Vous savez, les grands médias, là, ils ne les invitent plus. Ils disent non, on ne va plus inviter un tel et un tel, parce que si on les invite, eh bien, ils vont amener des narratifs qui ne nous arrangent pas. Voilà. Et c'est ça. Et c'est malheureux. Alors, on félicite la haute autorité de la communication pour cette disposition qu'elle a eu à prendre. C'est bien, ils ont fermé LCI pendant 2 mois. Eh bien, voilà, on verra bien. Déjà, il y a d'autres chaînes qui ont été carrément bloquées. Voilà. Maintenant, on va toujours rester dans ce cadre-là. On va vous parler toujours de LCI et de d'autres médias qui passent leur temps à mentir sur l'Ukraine. Ils passent leur temps à mentir sur l'Ukraine. Oui. Et malheureusement, les Ukrainiens n'arrivent pas à comprendre. Et je sais que quand les Ukrainiens vont comprendre, ça risque d'être trop tard. C'est ça. Quand les Ukrainiens vont comprendre, ça va être trop tard. Voilà. Ils sont en train de blaguer les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont en train d'aller je ne sais pas comment je vais dire, hein. Ils sont en train de se faire tuer par milliers. Ils sont en train de perdre leur territoire. Ils ne pourront jamais prendre la Russie, c'est pas possible. Hein. Même l'Union européenne et les États-Unis ensemble ne peuvent pas prendre la Russie. 17 millions de kilomètres carrés, plus de 17 millions de kilomètres carrés. L'Ukraine fait 600 000 kilomètres carrés, hein, qui sont quelques mille. Quand on prend, tout le monde sait que quand on prend l'Europe, l'Europe n'a pas d'armée. C'est les États-Unis qui les protègent, qui les aident, qui les soutiennent. Voilà. Franchement, ils sont en train de blaguer les Ukrainiens et les pauvres Ukrainiens n'arrivent pas à comprendre. On vous blague, on vous dit d'aller prendre Koursk, d'aller rentrer dans Koursk. Vous rentrez, mais vous êtes piégés à l'intérieur de Koursk. Ils sont piégés à l'intérieur maintenant. Ah oui, parce que comment tu vas prendre 17 millions de kilomètres carrés? Comment, même si tu arrives à prendre 500 km, 1000 km, tu arrives à progresser sur 500, 1000 km. Mais comment tu vas couvrir, comment tu vas continuer à alimenter ces hommes-là, tous ces véhicules-là, ces engins qu'il y a, ces hommes, comment vous allez continuer à leur fournir, comment vous allez continuer avec la logistique? Leur fournir des armes, leur fournir des munitions, leur fournir de l'eau, à manger, etc. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Et ceux qui sont blessés, les soins, mais vous ne pouvez pas tenir une logistique, hein, sur 17 millions de kilomètres carrés, c'est pas possible. Et c'est malheureux que les Ukrainiens n'arrivent pas à comprendre. Aujourd'hui, les Ukrainiens, ils sont vraiment malheureux parce que le fait qu'ils soient rentrés dans Koursk, ils ont essayé de prendre quelques villages, hein. Oui, le fait qu'ils ont pu prendre quelques villages, maintenant, non seulement ils sont piégés à l'intérieur de la Russie, qui est en train de se fermer autour d'eux, sur eux, mais les Russes sont en train aussi d'aller prendre une ville ukrainienne, Pokrov. Ils sont en train d'aller vers Pokrov. Et ils sont en train d'aller vers... Il y a d'autres villes derrière encore. Ils sont en train de les prendre. Ils y vont progressivement. Mais c'est malheureux. Et à chaque fois sur cette chaîne-là, LCI, ils invitent tout le temps les mêmes personnes qui viennent dire « Ah non, non, c'est rien, les Ukrainiens, ça va y aller, ça va y aller. Ils sont en train de faire ci, faire ça. » Mais ils sont en train de les blaguer. C'est des mensonges. On va écouter. Écoutez seulement ce que les gens disent. Et c'est les mêmes gens, les LCI, après, qui vont dire « Ah, mais visiblement, ça va pas, hein. » On dit « Mais ça va pas. Depuis le début de la guerre, vous leur mentez. Vous leur mentez depuis le début. » Visiblement rencontré des militaires, des soldats. Que vous disent-ils? Alors nous étions il y a quelques minutes seulement avec l'officier de presse, c'est lui qui s'occupe des relations avec la presse de la 109e brigade, qui est donc stationnée tout près de Pokrovsk, qui ne donne pas évidemment leur position exacte. Il nous disait que la situation là-bas était complètement dramatique, et lui-même, qui normalement devrait s'occuper de la presse, il n'en a plus le temps, parce que lui aussi se bat avec ses camarades. Ils sont, il nous disait, de l'ordre de 2 contre 10. Il manque cruellement de matériel, de canons, parce qu'il nous dit que d'autres brigades aux alentours tout près de Pokrovsk... Mais il dit que, bon, la bonne dame, elle dit que l'officier ukrainien avec lequel elle a eu à discuter, qui disent qu'ils sont à une échelle de 2 contre 10. 10 Russes contre 2 Ukrainiens. Mais quelle idée de rentrer dans la Russie. Mais vous ne pouvez pas prendre la Russie, c'est pas possible. C'est pas possible de prendre la Russie. Parce que c'est 17 millions de kilomètres carrés, plus de 17 millions de kilomètres carrés. Vous pouvez pas, c'est trop grand. Mais c'est malheureux. Maintenant, ils sont en train de se faire tuer. Et pire encore, il y a des territoires ukrainiens qui sont en train de se faire prendre.
C'est ça qui est dommage quand même pour eux. Moi, je suis triste pour eux, quoi. Bien qu'ils aient, avec les Américains, avec l'aide américaine, hein, ils sont passés par l'Algérie pour venir nous frapper dans le nord du Mali. Ils nous ont frappés. Hein, mais quand même, je trouve que c'est dommage qu'ils soient aussi bêtes que ça. Se faire manipuler par les États-Unis, par l'Europe, c'est dommage. Parce qu'ils ne donnent pas évidemment leur position exacte. Il nous disait que la situation là-bas était complètement dramatique. Et lui-même, qui normalement devrait s'occuper de la presse, il n'en a plus le temps parce que lui aussi se bat avec ses camarades. Ils sont, il nous disait, de l'ordre de 2 contre 10. Il manque cruellement de matériel, de canons, parce qu'il nous dit que d'autres brigades aux alentours, avec lesquelles ils sont en relation, nous disent qu'ils ont même perdu des canons César. Ils perdent de la grosse artillerie tous les jours. Là, ils sont en train de creuser de nouvelles tranchées autour de Pokrovsk et de renforcer les autres. Mais il nous disait qu'il n'allait pas tenir très longtemps parce qu'en fait, c'est la tactique russe. Une fois que les Russes vont avancer et vont voir en fait que les Ukrainiens sont là et qu'ils veulent résister parce que c'est le sentiment des Ukrainiens. On ne va pas lâcher les positions. On va rester dessus. Moins, on recule à un moment donné parce qu'on veut préserver la vie de l'infanterie. On ne veut pas perdre l'infanterie. Mais à un moment donné, nous disait-il, les Russes vont tellement pousser que, pour avancer plus vite, quand ils vont voir que les Ukrainiens résistent, ils vont complètement raser la ville. Et pour lui, ça ne faisait aucun doute que la ville de Pokrovsk allait être sacrifiée. Il nous racontait qu'il avait loué un petit appartement ici parce que de temps en temps, il revient des positions. Bon, voilà. Et en fait, il a croisé des voisins qui lui disaient, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit rester? Est-ce qu'on doit partir? Et ils lui ont dit, mais partez, ne restez pas là, la ville ne va pas tenir, la ville va être complètement rasée. Quant au moral des troupes, c'est assez incroyable, mais il nous disait, voilà, les hommes sont extrêmement fatigués, ils n'arrêtent pas de travailler, que ce soit les drones. Voilà. Donc, on va écouter encore d'autres analyses. Ils savent très bien que s'ils s'accrochent, ils vont avoir une FAB 3000 qui va tomber dessus. Donc, je pense que d'une certaine manière, ils ont compris que face à la puissance de feu russe, la défense ferme, à un moment donné, ne tiendrait pas. Les 3 mercenaires PMC américains se sont fait vaporiser par les Russes. Alors, il dit aucune opération dans l'histoire n'a été aussi ratée. Le ratio investissement-résultat est sans égal. Tu m'étonnes, ils ont perdu 1000 hommes en 15 jours, 2000 blessés, plus d'une centaine de véhicules blindés de perdus. Et l'analyste dit même les Américains, en fuyant l'Afghanistan, ont eu de meilleurs résultats que l'opération à course. Cette sensation, là, on voit que la région est en train de se vider de ses habitants. Marianne le racontait extrêmement bien. On a la sensation que ce sont des scènes de déjà-vu, avec des situations absolument dramatiques. On pense notamment à Avdiivka, ou Bakhmout. Est-ce qu'il est possible de revivre exactement les mêmes scénarios? On peut se dire que des leçons ont été tirées. Voilà. Donc, maintenant... Peut-être pas. Des leçons ont été tirées par les Ukrainiens sans doute sur le fait de ne pas avoir à s'acharner sur la défense de villes quand elles ne valent plus la peine au plan stratégique. On avait beaucoup dressé de parallèles entre Barmout et Verdun, parce que l'objectif des Allemands à Verdun était de saigner à blanc l'armée française en la concentrant avec des pertes massives sur un objectif qui était somme toute secondaire. Sauf que Pokrovsk n'est pas secondaire, c'est un centre névralgique pour les forces ukrainiennes. L'autoroute M30, par exemple, qui va jusqu'à Kiev et qui est vraiment essentiel dans l'effort de guerre ukrainien. Il y a enfin le fait que si ce verrou-là saute, il y en a enfin un dernier, Chassivyar, devant Kramatorsk, là ça parachèverait quand même des progrès beaucoup plus importants des Russes à l'échelle de tout le Donbass, notamment pour prendre l'oblast de Donetsk. Là ce serait un vrai gage territorial pour Poutine. Maintenant, un vrai gage territorial pour Poutine. Et enfin, également pour les images et merci d'avoir pris le temps d'être une nouvelle fois en direct donc cet après-midi pour nous raconter ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu et la différence est quand même saisissante entre ce que déclare le président et ces témoignages recueillis par nos reporters sur place. Bon, maintenant, depuis en effet un certain temps, la ville de Force est sous le feu de l'artillerie russe. Les PMC américains se sont fait vaporiser. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même dommage. Vous voyez qu'ils sont en train de reconnaître maintenant sur leur plateau, sur les différents plateaux, ils reconnaissent que ça ne va pas du tout. Ils reconnaissent que ça ne va pas. Ces 11 fuseaux horaires et ces 145 millions d'habitants dominent toujours cet espace qui va de la Baltique au détroit de Bering. Ah, on va continuer encore. Hein.
particulièrement dans la direction de Pokrovsk. Pokrovsk, c'est, vous l'avez dit, stratégiquement très important pour les Russes. C'est un nœud logistique et surtout, ça leur permettrait d'aller encore plus avant dans leur volonté de conquérir l'ensemble de la région de Donetsk. Je m'y suis aussi rendue il y a quelques jours et là aussi, la situation est extrêmement compliquée, est devenue invivable pour les civils. Il y a des milliers de personnes qui doivent évacuer. Le gouverneur de la région de Donetsk, Vadim Filashkin, a enjoint toutes les personnes vivant à proximité de la ligne de front, c'est-à-dire pratiquement l'ensemble de la population de la région de Donetsk, pas encore occupée par les Russes, à fuir s'ils le peuvent. Et pour vous donner une idée, Pokrovsk, c'est environ 60 000 personnes. La ville de Pokrovsk qui est donc menacée par l'armée russe qui a capturé donc ce petit village Ivanka il y a une dizaine de kilomètres de là. Le maire de la ville, extrêmement alarmiste, appelle tous les habitants à évacuer le plus vite possible. Chers habitants de la communauté, nous constatons qu'aujourd'hui l'ennemi s'approche rapidement des environs de la ville de Pokrovsk. Ils sont à un peu plus de 10 km de la périphérie de la ville. S'il vous plaît, ne tardez pas. Partez dès que vous le pouvez, préparez vos affaires. La situation ne fait qu'empirer et elle ne s'améliorera pas. Les autorités et les infrastructures essentielles restent en place. J'insiste pour que vous partiez dès que vous le pouvez, à faire vos bagages et à évacuer. Général, alors, j'ai vu ni entendu le maire de Pokrovsk si inquiet. On a le sentiment pour lui, la ville de Pokrovsk semble perdue. Les Russes qui sont à une dizaine de kilomètres seulement. Est-ce que selon vous, c'est une question de temps? C'est inévitable. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez dramatique. Hein. C'est vraiment dramatique de voir que les Ukrainiens n'arrivent toujours pas à comprendre. Ils n'arrivent toujours pas à comprendre que qu'ils sont en train de se faire blaguer par les Américains. On va encore écouter rapidement. L'instant que la Russie revendique la prise d'un nouveau village près de ce nœud logistique de Pokrovsk, donc quasiment 24 heures après le village d'Ivanka qui a été revendiqué hier. Donc les Russes continuent de pousser, ça c'est une certitude. C'est aussi ce qu'observent les Américains. Regardez ce que dit John Kirby, qui est le coordinateur du Conseil de sécurité nationale américain. Le retrait des troupes russes d'Ukraine ne signifie pas que M. Poutine a abandonné les opérations militaires dans l'est de l'Ukraine ou même vers le sud, vers des endroits comme Zaporizhzhia. Parce que oui, le Kremlin, Sergueï Girnov, a en effet pris certaines troupes pour les amener du côté de Koursk, mais pour Poutine, même en difficulté sur son propre sol, hors de question d'abandonner le Donbass. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est clairement ça. Hein. D'ailleurs, à mon avis, il faudrait même dissocier clairement les deux opérations. Hein. Ouais, en tout cas, c'est pas facile pour les Ukrainiens. En tout cas, merci beaucoup pour vous qui passez votre temps à nous suivre. Merci beaucoup. Et puis, une fois de plus, on félicite la HAC pour ce qu'elle a eu à faire. En fait, que la HAC a décidé effectivement de fermer cette chaîne qui passe son temps à faire de la propagande. Merci et à bientôt. Nga voyage avion là, au sera aéroport là, a foro nyena koka avion be retard là. Walma foro nyena koka avion tena PPP. Walma au sera a foro ko plastique avion kona la mi au sigirei. Walma au sera au sero là. Aka mino masi. Aka minese a do chene na kona walma do baje. Walima aka mino hirade masi PPP. Aka nasira. Solution Airlines be wala sa ka udeme ni ko nunde la. Ay Solution Airlines